En conférence de presse, il parle du match de Dortmund. Ouais. Il dit que c'est un match important qui arrive mercredi et tout. Mais pour moi, le match plus important, c'était contre. Mais de toute façon, on est d'accord sur une contre chose. le Betis. On est d'accord sur une chose depuis le début de la saison, pas que sur ça, mais vraiment, c'est fondamental pour nous, c'est la Liga. Bah oui. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Itaka. Le Barça a fait match nul 2-2 au Benito Villamarín. On avait Sacha, notre reporter, j'ai presque envie de dire qu'il était au match. Envoyé spécial. Voilà, envoyé spécial. Il va nous parler un peu de ce match-là. Nous et moi aussi pour commencer, je voulais te dire, Sacha, que je m'attendais pas à ce match-là du Barça. Je pensais vraiment qu'on s'était bien relancé face à Mallorca. Ouais. Beaucoup de personnes maintenant parlent de ce qu'on dit ici en Espagne, espérisme, c'est-à-dire un peu. Ça se regarde. Voilà, ça se regarde. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment défini, le petit problème que peut avoir le Barça. Justement, toi, sur ce début de match, je sais pas ce que tu as pensé, parce que sur la première mi-temps, le Betis a quand même fait forte impression, je trouve. Alors écoute, moi déjà. Forcément, mon propos est impacté par cette clim à la 94e, on y reviendra juste après. Avant toute chose, un déplacement, c'est quelque chose qui est vraiment à faire. Moi, c'était mon premier, je me suis régalé. Envoyé spécial, mais pas très spécial, parce que j'étais un peu feignant quand même. J'ai pas fait trop de contenu, on s'améliorera. On retourne à Séville le 9 février, donc on va voir. Mais voilà, pour revenir dans le match, écoute, c'est vrai qu'au tout début de la rencontre, on a un sauvetage sur la ligne. On a un Barça qui est pas bien, qui est empoté. Mais bon, on pouvait s'y attendre, parce que vraiment, le Benito Villamarín, on sait toujours que le Betis, ça pousse très très fort. En plus, l'horaire, en Espagne, on vous la fait pas. Madrid ou Barcelone à 16h15 en général, quand ça se déplace, ouais, c'est sûr. La petite équipe qui attend, sans manquer de respect aux Betis bien sûr et aux autres équipes de Liga, mais c'est toujours des conditions, on va dire, un peu plus favorables, parce que le stade est rempli, parce que c'est un horaire de famille, c'est un horaire très espagnol pour jouer au football. Oui, donc ils arrivent à mettre une grosse pression, et puis franchement, quand on regarde les joueurs qui ont aligné le Betis, ils ont aligné des joueurs de football d'une certaine qualité. Mais bon voilà, du coup début de match très compliqué, puis au final on a un Barça, je trouve, à partir de la 10e minute, qui arrive à mettre le pied sur le ballon. Pedri, pour moi, il a été importantissime dans ce match. C'est dommage qu'il ait dû sortir pour, j'imagine, en gestion pour Dortmund, mais quand il est sorti, l'équipe s'est effondrée. Il a fait beaucoup de bien, comme Casado. Moi, je pense que c'est un duo qui est très important pour arriver à avoir ce contrôle-là et à remettre le Barça sur les bons rails, parce que c'est un Barça qui est en manque de repères, mine de rien, sur ces derniers matchs. Je pensais pas que ça les avait autant impacté que ça, ces défaites-là. Ouais, on sent une équipe qui doute un peu. En fait, on sent une équipe qui doute un peu. Moi, je suis assez d'accord sur ce que tu as dit, justement, des 10 premières minutes. J'ai vraiment eu l'impression sur le début de match que le Barça a commencé à jouer vers la 15e minute. Ouais, c'est ça. On a senti, par contre, je trouve que après ces 15 premières minutes, on a eu justement des efforts de la part de Jules Koundé et Lamine Yamal qui ont énormément servi au Barça. Ensuite, du coup, on a justement ce but magnifique, avec justement la combinaison entre Pedri, Lamine Yamal. Il est magnifique, et par contre, j'ai trouvé que malgré ce but qui arrive presque avant la fin de la première mi-temps, quasiment, ouais, j'ai trouvé que le Barça quand même avait du mal à trouver l'attaque. Oui. On sentait qu'ils n'étaient pas à l'aise, même au milieu de terrain, on sentait qu'ils n'arrivaient pas à affronter ce milieu de terrain du Betis, qui quand même, je pense que leur meilleur joueur c'était Lo Celso, et il était revenu face à Celta Vigo, et là il revient aussi, il voulait justement prouver contre le Barça qu'il était revenu enfin. C'était le meilleur buteur justement de ce Betis. Au final, il marque aussi dans cette rencontre, mais on a senti que moi, le Barça sur la première mi-temps, il méritait pas forcément d'ouvrir le score. Mais écoute, c'est un peu alors j'étais dans ce match d'ailleurs avec Bakary, Balo, Amina, donc big up. Voilà, exactement. Et franchement, ce qu'on a dit au moment du but, j'ai beaucoup à rebondir sur ton propos. Déjà, ce qu'on a dit sur le but, c'est que c'était assez génial, avec Pedri, avec Koundé, avec Lamine et avec Lewandowski. C'est tu la veux là, je te la mets là, tu la mets là, je te la mets là, je te la mets là, hop, je centre, tiroir caisse Lewandowski. Et ça, franchement, c'est un but d'une construction hyper important, enfin hyper travaillé, exactement, tu vois, là voilà, c'est le mot qui me manquait, hyper travaillé. Sur ça, c'était vraiment très beau, c'était très fluide. C'est du jeu en triangle. On sentait que les joueurs, ils étaient positionnés comme ils devaient l'être, la passe à chaque fois bien racée comme il fallait, et c'est ce qui nous a un peu manqué, je trouve, parce que comme tu l'as dit très bien aussi, au niveau des attaquants, au niveau des milieux, ils étaient un peu englués face à un Betis qui lui aussi était très bien positionné, avec des joueurs qui savaient exactement contrecarrer ce Barça. On a senti que c'était la première fois, moi je trouve que tactiquement le
le Barça de Flick a été mis en difficulté. Ils n'ont pas été si pris que ouais, ça peut-être. au hors-jeu. Je trouve que le Koubarsi a fait un travail énorme de lecture derrière parce que sinon on aurait pu prendre l'eau à de multiples reprises. Et ouais, non, j'ai trouvé vraiment un Betis qui a trouvé peut-être la clé pour gêner ce Barça, un peu toujours dans les demi-espaces. On sentait que les joueurs du Barça étaient un petit peu dans l'inconfort. Et moi, il y en a un que je trouve qui a malheureusement symbolisé ça. C'est l'un de mes joueurs préférés, vous le savez. J'ai son maillot. C'est Rafinha. Je trouve que Rafinha, sur ses 60 premières minutes, il n'a pas été sous son meilleur jour. Franchement, il a eu beaucoup de mal. Il a eu un gros abattage et c'est très bien. Mais voilà, c'est un match où peut-être on en attendait. Peut-être on en attendait plus. On attend Et toujours. par contre, moi, j'ai envie de mettre un peu la lumière sur quelqu'un qui était très très fort en ce début de saison, mais qui là devient de plus en plus soft. C'est Dani Olmo. Moi, encore une fois, Dani Olmo, là, ça fait plusieurs matchs. C'est compliqué. Parce que autant Rafinha, c'est son premier match où pour moi il était un peu en dessous. Là, Dani Olmo, ça fait beaucoup de matchs. Il y avait déjà eu Brest récemment. Alors, il avait marqué un but fantastique, donc c'était un peu passé ça sous silence. se sauve quand même. Mais très sincèrement, dans ce qu'il apporte pendant 90 minutes ou quand il joue pas les 90 minutes, le moment où il est sur la pelouse, oui, c'est sûr. très sincèrement, Dani Olmo, de début de saison, il est où? Parce que je sais pas, moi, ses crochets, ses décalages. C'est sûr. En fait, c'est compliqué parce que on parlait et on va en reparler, je pense, pendant toute la saison de ces places au milieu de terrain qui sont très chères. Pour moi, et comme on disait dans d'autres débriefs, le duo justement Pedri Casado, il est quasiment inamovible. C'est indéboulonnable. Voilà, inamovible. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur Dani Olmo. C'est un joueur qui, justement, comme je disais avant, n'a pas été assez participatif dans l'attaque du Barça. Voilà. Ça s'est ressenti parce que, comme je disais, le Barça n'arrivait pas à avoir ce facteur offensif qui est si puissant et qui, justement, peut-être que dans cette équipe de Hansi Flick, on prime beaucoup plus l'attaque, justement, marquer des buts, faire plus de buts que l'adversaire. 68 buts depuis le début de la saison, si je me trompe pas. Ça doit être, je pense, dans ces eaux-là. Si faut me corriger, s'il faut corriger Sacha, vous le dites dans les commentaires. Je pense que Sacha a les bons chiffres. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que justement, Olmo, il reflète aussi ce manque offensif dans ce Barça. On sent que le Barça peine à trouver justement l'intervalle entre le milieu et l'attaque. Et ça, forcément, ça passe par Dani Olmo. On a eu justement l'entrée de joueurs comme Frenkie de Jong. Bon, je pense que voilà. Et on ouvre le chapitre des tronçonneuses là. On ouvre le chapitre des tronçonneuses. Moi, je veux parler de Frenkie de Jong. Encore une fois, un match, je pense, plutôt moyen, pour ne pas être trop dur avec lui, parce que je pourrais être beaucoup plus dur. On disait justement, et j'ai l'impression de me répéter, mais Frenkie de Jong, normalement, quand il rentre dans le match, avec le joueur qu'il est, avec les minutes qu'il a, et avec justement tout le temps de jeu qu'on peut lui proposer, il doit être décisif. Non, mais avec son salaire, c'est pas possible. Encore tu plus. peux pas avoir en fait un tel écart avec un Pedri qui porte à lui tout seul le milieu, un Casado qui fait le travail, avec un Frenkie de Jong qui arrive et qui est encore une fois timoré sur ses rentrées, qui a peur de son corps, qui a peur de rechuter, qui ne prend aucun risque. J'ai l'impression de voir le Rakitic fin d'étape. Honnêtement, c'est assez gênant. Je trouve que c'est un joueur qui... Voilà, il avait fait une bonne entrée face à Mallorca. On pensait qu'il allait se remettre en confiance. Là, au bout de 3 minutes, il provoque un penalty. Alors ok, il ne se trouve pas dans la meilleure des situations. Ça peut arriver de faire ce genre d'erreur. Mais enfin bon, il y a quand même aussi des précédents entre la saison dernière face au PSG et en ce début de saison, avec par exemple Eric Garcia. Au bout d'un moment, ça fait partie de la mémoire collective. Un joueur comme Frenkie de Jong, avec ses capacités cérébrales, normalement, tu es censé attendre autre chose de sa part. Moi, franchement, voilà, j'ai trouvé un match très compliqué. Quand Pedri est sorti, Casado a perdu ce repère technique et Frenkie de Jong n'a pas été en capacité de lui donner. Et c'est pour ça qu'on a eu un Casado qui a aussi pêché en fin de rencontre. Maintenant, j'aimerais ouvrir, moi, par contre, le dossier que je veux ouvrir tout simplement. C'est Baldé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un joueur faire un total non-match, un match exécrable de sa place. Il a été catastrophique. Voilà. Bon, on a des petits supporters de Murcia qui arrivent, mais non, pour revenir sur Baldé, très sincèrement, il était toujours à contre-courant. Au niveau de ses efforts, c'était souvent le néant. On ne retrouve plus du tout ce piston qui propose en permanence pour aider ses coéquipiers. Nombre de fois, on a vu Lewandowski depuis les tribunes lui faire des réflexions. On a vu Rafinha lui faire des réflexions. On a vu Pedri lui faire des réflexions. On a vu qu'il ne le servait pas dans certains moments parce que justement son appel n'était pas assez tranchant, que c'était pas optimal. Moi, vraiment, Baldé, un non-match, vraiment
abjecte, performance abjecte. J'espère vraiment que Hector Ford sera titulaire face au Dortmund parce que là il faut qu'il se reprenne. On parle beaucoup d'Ansu Fati, on tape beaucoup sur Ansu Fati pour des raisons qui sont assez similaires. Baldé, honnêtement, aujourd'hui il n'a plus sa place de titulaire. Après un match pareil, pour moi il n'a plus sa place. Pour moi c'est compliqué pour Baldé parce que autant on disait justement que Gérard Martin avait fait des bons matchs, autant je pouvais justifier justement contre Mallorca où justement et on pouvait se dire bah écoute Baldé a peut-être vu justement que Gérard Martin pouvait lui passer devant, il a peut-être pris un petit coup de pression comme on dit dans le milieu, et là on voit que encore une fois il est en dessous. Pour moi il est l'investissement, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, et c'est là où justement c'est un peu l'antithèse justement de ce qu'est Rafinha. Oui. C'est-à-dire que Rafinha dans l'investissement il va toujours être là, et tu as l'impression que avec Baldé tu peux jamais avoir les deux, c'est-à-dire un bon match et avec de l'investissement. Voilà. Tu peux jamais avoir en fait les deux choses qui sont essentielles pour moi pour qu'un joueur se sente complètement épanoui et qui aide forcément à son équipe. Ouais. Le problème qu'a Baldé, c'est que je pense que certaines fois il se sent menacé, comme je pense qu'il a été face à Gérard Martin, que là il met un coup d'accélérateur et que en fin de compte, on sait tous que Baldé... Il n'a pas vraiment de concurrence. Voilà, c'est ça. On sait tous que Baldé peut faire 1000 fois mieux que Gérard Martin, et lui aussi il le sait, et c'est un problème parce qu'il ne se met pas peut-être en condition pour justement se mettre au niveau du Barça, et il essaye de se mettre au niveau de Gérard Martin. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que j'aimerais que ce soit Hector Ford qui soit titulaire face à Dortmund, parce que ce serait un vrai message. Là, je trouve qu'il est dans une zone de confort en se disant, de toute façon, c'est moi, c'est Alejandro Baldé, j'ai pas de concurrence, il y a deux mecs du Barça B, ils vont pas jamais me prendre ma place dans un gros match. Non, justement, là c'est Dortmund. Flick, il doit envoyer un message. Je demandais à Flick d'envoyer un message sur le gardien. Je lui demande toujours, rassurez-vous. Mais j'aimerais quand même, amende honorable, honnêtement. Est-ce que tu fais ton mea culpa ou pas? Non, mais pas du tout, parce qu'encore une fois, j'aurais fait mon mea culpa s'il sauvait le but d'Hassane Diao. Oui, c'est vrai. S'il sauve le but d'Hassane Diao, qu'il arrive à faire cet arrêt-là, mea culpa sur Iñaki Peña, vraiment, ok, malheureusement il l'a pas fait. Donc après sur Chimi Avila. Mais voilà, vraiment, pour moi il fait deux parades, celle sur le Chimi, mais surtout celle en début de match face à Abdé. Abdé, il est tout seul, il arrive lancé, il a toute la cage ouverte et il arrive par sa sortie à vraiment lui indiquer l'endroit où il va l'amener à frapper, à faire une belle parade. Vraiment, Iñaki Peña, deux belles parades là. Je dis souvent qu'il n'a pas le niveau professionnel, je continue de le penser, mais là c'est un match du petit gardien amateur qui fait un bon match de Coupe de France, c'est un professionnel. J'espère honnêtement qu'il confirmera face à Dortmund pour me faire avaler mon chapeau. Moi j'ai un plaisir énorme quand les joueurs me font fermer la bouche, mais voilà, malheureusement, s'il sauvait le but d'Hassane Diao, là ça aurait été une performance solide de sa part. Sur le penalty, il part du bon côté. Bon, allez, il y a du mieux. Et lui, au moins, excuse-moi, encore une fois, on revient sur Rafinha. Rafinha, il est toujours là dans l'investissement. Ça peut arriver de rater son match. Iñaki Peña, c'est pas non plus... Voilà, c'est un gardien qui s'investit quand même. On sent que c'est un professionnel accompli. En fait, moi, dans le sens éthique du terme. Ce que je voulais dire, et là, je vais un peu te copier un peu de ce qu'a été Sacha avant ce match-là. Je vais faire un peu le hater d'Iñaki Peña. Mais en fait... il sauve, pour moi, c'est pour ça que je parle de Chimi Avila, parce que pour moi, un contrat contre Abdé, c'est un joueur qui n'est pas au Barça parce que justement il rate ce genre d'occasion. Voilà. Mais quand même. L'arrêt est là. Mais d'accord, mais je veux dire, si Abdé avait le niveau, de une, il serait pas au Betis. Ouais. De deux, il n'aurait pas raté ce face-à-face, tu vois. Et c'est là où, moi je parle surtout de l'arrêt contre Chimi Avila, mais je sens que Iñaki Peña, c'est un peu un mystère. C'est-à-dire que des fois il est très mauvais, des fois il est bon, un peu il est très bon, un peu il est mauvais, et tu sais pas vraiment quoi en penser. C'est-à-dire que pour moi, et je t'inclus un peu dans ce truc-là, quand on parle d'Iñaki Peña, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Enfin, il y a quand même une énorme majorité de performances abjectes. Hein. Oui, il y a... Non mais d'accord, Sacha, écoute-moi Sacha. Ce que je veux dire, c'est que dans l'attitude qu'on a, c'est-à-dire que quand on juge un match, ok, on juge le match de A à Z. On juge pas les matchs d'avant. On peut les juger dans un débrief. On peut les juger. Mais quand on dit ce joueur a fait un bon match, ce joueur a fait un mauvais match, ça va normalement servir de précédent. Et donc dans ces cas-là, tu enlèves tous les statuts. Donc, écoute. Le truc, c'est que pour moi, Iñaki Peña, il n'y a aucun précédent qu'il sauve, non pas parce qu'il ait fait un mauvais match, mais parce qu'il est super irrégulier. C'est-à-dire que on n'est jamais vraiment en confiance avec lui. Excuse-moi, justement, je trouve qu'il est régulier dans le négatif.
Non, mais justement. Non, mais c'est ça, Non, mais il est régulier dans justement, les mauvaises performances. Là, c'est le sujet où moi et Sacha, on n'est pas d'accord. Ah non. Et justement, ça profite à vous parce que vous voyez un peu Moi, je te un dirais discours différent. Sur les 10 derniers matchs d'Iñaki Peña, combien il en réussit? Bah, peut-être 3. 3. Bon, allez, Classico et hier en demi-teinte. Et il y avait eu un autre match, je sais plus c'est lequel. Voilà, le problème c'est qu'en général, quand on sait plus un match, quand on te dit. Mais parce que je sais qu'il y en a eu 3. Je sais qu'il y en a eu 3. Mais c'était pas très impactant. Non, allez, on va arrondir à 2. Contre Vigo, il avait pas fait des bonnes parades. Il avait fait des bonnes parades. Tout est sur lui. Non, mais il fait la parade. C'est sur lui, il a son corps. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, les gardiens, quand c'est sur eux, je considère pas ça comme une parade exceptionnelle. Chimi, Avila et Abdé, oui, parce qu'il y a quelque chose. Mais quand il reste statique, bon, bref. Moi, en tout cas, sur ces 10 derniers matchs, il y en a 8 où il te coûte des points, où il te coûte le match. Où il est complètement statique dès que l'attaquant fait Après, quelque chose. attention, je défends pas Iñaki Peña. Mais encore une fois, bon, on en a parlé, je pense qu'il y a d'autres choses aussi à aborder. Oui, important, oui. Du positif quand même chez Iñaki Peña après ce match-là, on le note, on espère. Et c'est Sacha qui dit ça. Mais c'est la vérité. On espère que face à Dortmund, il continuera sur cette lancée, qu'il me fera ravaler mon chapeau. Moi, c'est tout ce que je lui demande, honnêtement, parce que c'est pour le bien du Barça. Maintenant, en parlant du bien du Barça, on a un Barça qui a perdu 10 points sur les 15 derniers possibles. Justement, je voulais revenir sur ça un peu. Lors de la conférence de presse d'après-match, il faut dire justement que Hansi Flick a été exclu dans ce match, on en a pas parlé. Il a pris un carton rouge. Là où normalement, si j'ai bien les infos, ce serait parce que il a protesté de manière trop forte, trop véhémente, et qu'il est sorti de sa zone technique. Alors ça, je suis désolé, mais bon. Le Cholo Simeone. Voilà, non mais voilà, par exemple, pour ne citer que lui, il sort tous les matchs. Je crois que c'était l'année dernière. Oui, contre nous, il était sur le terrain. Donc la Liga, bon. Voilà, on sait. Donc voilà. Sur Hansi Flick justement, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je sais pas en fait comment il a j'ai le mot en espagnol, planteado. Comment il a réfléchi à ça. Voilà, comment il a réfléchi à ce match, comment il l'a préparé justement. Parce que après, en conférence de presse, il parle du match de Dortmund. Ouais. Il dit que c'est un match important qui arrive mercredi et tout. Mais pour moi, le match plus important, c'était contre. De toute façon, on est d'accord sur une chose. Betis. On est d'accord sur une chose depuis le début de la saison, pas que sur ça, mais vraiment, c'est fondamental pour nous, c'est la Liga. Bah oui. C'est la Liga parce que la Ligue des Champions. En plus, t'es bien parti. Alors, moi, c'est surtout que t'es bien parti en Ligue des Champions. On comprend qu'en Ligue des Champions, avec une victoire contre Dortmund, là, t'es vraiment royal parce que là, les portes du top 3 elles s'ouvrent et on sait que le top 3 pour la suite de la compétition, c'est hyper important pour avoir les matchs retour à chaque fois à domicile. Mais c'est vrai que pour moi, ce match face au Betis, il était fondamental dans le sens mettre vraiment la pression sur Madrid, qui allait se déplacer au Girona, Montilivi, terrain compliqué. Au final, l'énergie s'est inversée. Toi, t'as raté ton match, dans le sens où un 2-2, pour moi, tu le rates quand tu te fais égaliser à la 94e et que t'es le Barça, que t'es candidat au titre. Et tu as Madrid derrière qui repassera potentiellement devant s'il s'impose à Mestalla. Alors, le match ne sera pas facile là-bas, mais voilà, encore une fois, t'es passé d'un moment idyllique, Sevilla, Classico, Derby, à perdre des points bêtement parce que un Barça ne peut pas perdre des points en menant 2-0 à Vigo, ne peut pas perdre des points en menant 2-1 au Betis à la 94e et surtout pas à domicile face à Las Palmas. Et moi, allez, pour finir ce débrief, je m'interroge quand même sur la solidité de cette équipe dans les derniers moments et quand Pedri sort. Quand il n'y a pas vraiment Pedri Casado jusqu'à la fin, on sent qu'il y a un gros creux. Gavi, il n'est pas encore à 100%. Frenkie, il est très décevant. Très décevant, Frenkie. Fermin, portée disparue. Ouais, ça c'est sûr. Et si t'as pas Pedri Casado, c'est compliqué. En fait, moi, et on va finir sur ça, parce que je pense qu'on a déjà fait le tour, mais j'ai l'impression que ce Barça, en voyant ce qui s'est fait depuis le début de la saison, il arrive à se concentrer dans les moments décisifs, comme ça a pu être justement cette semaine fatidique où justement tu avais cet enchaînement de matchs. En Ligue des Champions, ça marche toujours plutôt bien. Donc, moi, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il faut être plus concentré en Liga. Il faut plus de rigueur, que ce soit dans l'intensité, parce que pour moi, c'est vraiment un point clé de ce Barça. L'intensité n'y est pas en Liga. Balde et justement représente ça. Le Barça a besoin justement d'être plus rigoureux et de quasiment jouer tous les matchs comme si c'était des matchs de Ligue des Champions. Tout à fait. Voilà. Jusqu'à Noël. Alors le problème, c'est qu'ils nous sortent cette excuse depuis avant le gala. Et on nous disait que jusqu'à Noël, il fallait tout gagner, que c'était que des finales. Bon, il s'agirait de tout gagner à partir de maintenant. Voilà, c'est sûr. Justement, avant Noël, on aura ce match justement contre l'Atlético qui va être très important.
comme je dis, je me fais pas trop de soucis parce que ça va être un match important et je pense que les joueurs vont être au niveau. Encore une fois, merci Sacha d'être avec nous, Toujours d'être un avec plaisir. moi. On a fait un petit périple quand même là. Voilà, Hein. donc c'était important que Sacha donne son avis. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et Très comme vite. d'habitude, Visca Barça. Visca le Barça.